Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Maintenant, le sommaire du jour. L'annonce choc de Canal+, la crise qui s'enlise à l'équipe, l'éviction d'Alain Finkielkraut et l'Eurovision qui se prépare. Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision? TF1 est en tête et stable sur une semaine avec la suite de la série américaine SWAT à 4 100 000 téléspectateurs et 18% de part d'audience. La chaîne devance France 3, deuxième avec une rediffusion du téléfilm Quelque chose a changé avec Pierre Arditi. Au compteur 3 700 000 téléspectateurs pour 16,1% de part d'audience. Et c'est M6 qui prend la troisième place avec 2 700 000 téléspectateurs pour la grande finale de Lego Masters. Le concours remonte après sa grosse chute de la semaine dernière à 12,7% de part d'audience et il est aussi leader, comme depuis le début de sa diffusion, sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 26% de part d'audience, soit 3 points de plus que TF1. Culture Média. Et on débute ce journal des médias avec l'annonce choc de Canal+. Le groupe veut rendre ses droits de diffusion des matchs de la Ligue 1 à la LFP, la Ligue de football professionnel. C'est ce que dit au Figaro le président du directoire du groupe, Maxime Saada. Canal+ souhaite qu'un nouvel appel d'offres soit organisé. Contrairement à ce qu'espérait la LFP, Canal+ ne fera donc pas de proposition écrite pour racheter les droits que Mediapro s'était adjugé à prix d'or en 2018. Suite à un défaut de paiement, Mediapro a rendu ses droits il y a quelques semaines. Et alors pourquoi Canal+ ne veut pas racheter directement ses droits? Maxime Saada avance 3 raisons. Une perte de confiance entre Canal+ et les responsables du foot français. Des raisons juridiques, parce qu'un accord de gré à gré sans appel d'offres pourrait être contesté devant un tribunal. Mais aussi une raison économique. Selon lui, le prix de la Ligue s'est déprécié suite au fiasco Mediapro. Mais cette annonce de Canal+ est aussi stratégique, comme l'a expliqué l'économiste du sport Christophe Lepetit à Antoine Janton. Probablement mettre tout le monde face à ses responsabilités. Je pense qu'il y a eu des discussions ces dernières semaines. Peut-être que ces discussions, justement, sont arrivées dans une impasse. Et donc, en faisant cela, en sortant du bois, comme l'a fait Maxime Saada dans le Figaro, eh bien, il cherche à mettre tout le monde face à ses responsabilités. La LFP, en lui disant, vous ne voulez pas accepter cette offre que je formule, donc vous pensez que votre produit vaut plus, eh bien allez consulter le marché pour voir si effectivement votre produit vaut plus. beIN Sport également, puisqu'en fait Canal+ a un lot de Ligue 1 qu'elle a acquis auprès de beIN Sport. Donc en fait Canal+ finalement met fin à cet accord à beIN Sport. Donc en théorie c'est beIN qui récupère le lot qui était aujourd'hui exploité par Canal. Et puis l'ensemble des autres acteurs du marché qui, eh bien s'il y a lancement d'appel d'offres, pourront, s'ils le souhaitent, se positionner sur les droits de la Ligue 1. Alors selon le Parisien, aucun diffuseur ne s'est manifesté pour reprendre ses lots et une question se pose désormais: si la chaîne Téléfoot ferme comme prévu et que Canal+ rend ses droits, qui va diffuser le championnat jusqu'à la fin de la saison? Il est assez peu probable d'imaginer Téléfoot diffuser toute la saison sans avoir payé la totalité des montants des droits télé. C'est très compliqué d'y voir clair à ce stade. D'ailleurs, Maxime Saada fait une proposition dans son interview. Il propose à la Ligue de football professionnel de mettre en place une offre OTT, donc pour diffuser les matchs sur Internet, avec une offre universelle qui sera accessible à l'ensemble des Français et pas uniquement aux abonnés Canal, avec un système de paiement au match. Est-ce qu'on va aller vers ça? Ça paraît aussi peu probable, puisque j'imagine peu la LFP confier justement ses droits à Canal+ de la sorte, alors même que Canal la place dans une situation très difficile. La dernière possibilité, ça serait d'imaginer que la LFP continue à assurer une diffusion des matchs via Téléfoot, monte en parallèle sa propre plateforme pour diffuser les rencontres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui demande pas mal d'investissement technique et qui prend un peu de temps, donc ça veut dire qu'on se placerait dans un horizon temporel qui nous amènerait vite à la fin de la saison. L'économiste du sport Christophe Lepetit au micro d'Antoine Janton. Et j'imagine qu'on va continuer à parler de cette affaire. On reste dans le chapitre des sports. La crise s'enlise au sein du groupe L'Équipe. Ça fait 5 jours aujourd'hui que le quotidien ne paraît pas et le dialogue entre la direction et les salariés semble compliqué. Au cœur des tensions, un plan social qui prévoit la suppression de 50 postes et la création de 15 nouveaux, intenable pour Denis Pérez, délégué syndical SNJ-CGT. Avec ce nouveau plan, on nous demande encore une fois de tailler dans les effectifs et on nous demande quand même en même temps de relancer le titre, de gagner des abonnés, tout en traitant moins de sport, en traitant moins de clubs, même en foot et en rugby. C'est-à-dire que la polarisation OM-PSG Lyon, rejetée par beaucoup de nos fans, elle risque d'empirer. Donc toutes ces raisons font que des salariés qui sont au bout du rouleau, qui ont tout donné, notamment pendant le confinement, pour essayer de maintenir l'équipe à flot et avec succès, puisque les pertes vont être très modérées, eh bien on leur dit à la sortie, écoutez, tant pis, quand même pour maintenir notre compétitivité, soi-disant, eh bien nous allons supprimer une 60aine de postes et puis vous allez évidemment donc devoir faire quand même encore plus de choses.
et gagner des abonnés malgré tout ça. Alors de son côté, la direction assure que la survie du groupe à moyen terme est menacée. Le confinement a accéléré une crise structurelle, celle de la baisse des ventes du quotidien papier. Le groupe se donnait 2 ans pour booster considérablement son offre numérique afin de compenser cette baisse, mais il a été pris de court. Aujourd'hui, la direction avance des pertes prévisionnelles qui pourraient atteindre 10 millions d'euros pour 2023 et 2024, et ce, alors que l'actionnaire a absorbé la facture liée au Covid et à la faillite de Prestalis. Mais ce tableau très sombre ne convainc pas les syndicats. L'équipe appartient au groupe Amaury. C'est un groupe qui a encore gagné de l'argent en 2020, malgré la pandémie. La société qui édite l'équipe a eu un résultat opérationnel positif en 2019, en 2018, en 2017. Ça veut dire que son activité est profitable. Et évidemment, en 2020, ça a été un peu plus compliqué. Ça a été beaucoup moins compliqué que ce qu'avait essayé de nous faire croire le patron au sortir du confinement, Jean-Louis Pelé. Et en fait, on va perdre quelques millions d'euros, certes, mais ça paraît quand même un moindre mal par rapport à tout ce qui s'est passé en 2020. Et souvenez-vous notamment du premier confinement et de l'arrêt total du sport. Denis Pérez, délégué syndical SNJ-CGT, au micro de Louise Bernard. Alain Finkielkraut n'interviendra plus sur LCI. La chaîne info du groupe TF1 a annoncé qu'elle n'inviterait plus le philosophe à débattre dans l'émission 24 heures Pujadas, à laquelle il participait régulièrement depuis la rentrée. Dimanche, alors qu'il évoquait à l'antenne les accusations d'inceste à l'encontre du politologue Olivier Duhamel, Alain Finkielkraut s'est interrogé sur le possible consentement de la victime présumée d'Olivier Duhamel, une victime âgée de 14 ans au moment des faits. David Pujadas a immédiatement rappelé son interlocuteur à l'ordre, mais le philosophe a insisté, inadmissible aux yeux du groupe TF1 qui a décidé de mettre un terme à leur collaboration. Et cette éviction a mis le philosophe en colère. Oui, il la juge injuste. Il s'estime bâillonné par LCI. Interrogé par Le Parisien, Alain Finkielkraut assure n'avoir jamais, à aucun moment, été complaisant avec Olivier Duhamel. Et il affirme qu'il ne changerait rien aux propos qu'il a tenus. Et il conclut avec cette phrase « Nous vivons dans un monde de délire collectif et j'en suis la victime ». Fin de citation. Tout à fait autre chose, on connaîtra la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision dans une quinzaine de jours. C'est le 30 janvier précisément que France 2 proposera son émission Eurovision France. C'est vous qui décidez. En lice, 12 candidats et 12 chansons qui ont déjà été dévoilées sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs et un jury seront chargés de les départager au cours d'un seul et unique prime. L'an dernier, la chaîne, c'est elle toute seule qui avait d'abord choisi une chanson puis lui avait assigné un artiste, en l'occurrence Tom Leb. Mais cette année, le processus est complètement différent, comme l'a expliqué le directeur du casting Vladimir Pandolfo à Louise Bernard. Le postulat de base était qu'on voulait un artiste qui ait déjà une chanson. L'Eurovision, c'est un moment de live, donc c'est un instant. Et il faut avoir un interprète et une chanson, d'abord qui soit mémorable, mais qui puisse justement créer un instant de communion. On a reçu donc près de 700 chansons. L'idée, c'était de dire, il faut que chaque artiste puisse avoir un univers qui lui est propre. Donc c'est pour ça que je suis fier d'avoir un casting très diversifié. Eurovision France, c'est vous qui décidez, présenté par Stéphane Bern et Laurence Boccolini. C'est samedi 30 janvier en prime sur France 2. Beaucoup moins joyeux, 1,5 million de personnes sont privées de télévision et de radio en Haute-Vienne. Un incendie s'est déclaré lundi soir et a causé des dégâts importants à l'émetteur de télédiffusion situé dans la commune des Cars. L'incendie a été revendiqué auprès d'un journal local par un groupe qui s'est présenté comme le comité d'abolition de la 5G et son monde. Il s'agit du deuxième incendie de ce type en quelques mois. En novembre dernier, c'est près de Marseille qu'un site de télédiffusion avait été touché, privant plus de 3,5 millions de personnes de télé et de radio pendant plusieurs jours. Ils ne verront pas Alice Nevers et de toute façon, Alice Nevers, c'est fini. Et oui, la série policière de TF1 avec Marine Delterme ne reviendra pas pour une 19e saison, annonce Allociné, en cause des audiences trop faibles sur la cible fétiche de TF1, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Merci Charles Decamp, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.